Voilà, c'est bien? C'est parfait. Parfait. Donc, on va commencer. Premièrement, merci beaucoup. Merci d'être ici. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre grand intérêt. On était très touchés, énergisés, inspirés par toutes les inscriptions. Donc, moi, je m'appelle Vera Kranikov. Je suis une chercheure postdoctorante avec la chaire de recherche du Canada sur le partenariat avec les patients et les communautés, avec l'équipe d'Antoine Boivin. Et je vois mon équipe tout dans la même salle. En fait, ma formation est en sciences de l'information. J'ai une maîtrise, donc je suis formée comme une bibliothécaire, mais en fait, je n'ai jamais travaillé dans une bibliothèque, mais j'étais attirée par la recherche. Et c'était toujours la recherche sur l'information, surtout l'information en santé. Comment on peut rendre l'information en santé plus accessible et plus utilisée. Aussi ce qu'on appelle littératie en santé. Et puis, à un moment, après avoir travaillé dans la recherche pendant très longtemps, j'ai décidé de faire un doctorat qui est sur la collaboration. Et c'est un peu les grandes lignes et les valeurs qui sont dans le projet Comprendre la recherche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et avec moi, il y a Kwana Fong et Geneviève David. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Merci Vera. Alors, brièvement, moi, je suis une nouvelle prof à l'École de réadaptation à l'Université de Montréal et aussi une chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. L'écrire, tout simplement. Je suis ergothérapeute de formation, mais mes projets s'intéressent surtout à comment, en fait, la recherche peut informer la prise de décision. Comment est-ce qu'on peut rendre la recherche accessible aux gens? Alors, c'est vraiment ça, mon dada comme tel. Alors, Geneviève, je pense que plusieurs personnes te connaissent déjà. C'est pas grave, on va se représenter. Bonjour, je suis Geneviève David, gestionnaire en fait de la plateforme de partenariat avec les patients et publics qui permet d'accompagner différentes équipes au centre de recherche du CHUM et également du CHUM évidemment, et aussi chef des opérations au centre d'excellence pour le partenariat avec les patients et publics de son petit nom CEPPP. Bref, à travers le temps, ça fait quand même 6 ans que je suis au CEPPP, mais différents rôles à l'intérieur du CEPPP. Cours d'eau à une époque de l'unité soutien SRAP à l'époque, qui est maintenant SSA, Système de santé apprenant du Québec. Bref, plusieurs rôles. Double background, si je peux dire, mais en fait même peut-être triple. Premier, je viens vraiment du milieu de la recherche fondamentale. J'ai une première maîtrise en génétique. Par la suite, différentes questions que je me suis posées, le consentement des patients à la recherche, etc., l'information, la littératie, etc. Ce qui m'a emmené aussi à travers ça, à travailler beaucoup dans des projets de numérique. Je me suis intéressée finalement à l'évaluation, qui m'a emmené une deuxième maîtrise en évaluation des technologies en santé. Puis en ce moment, je m'intéresse je fais un doctorat parce que je n'ai pas assez de temps libre. Alors, je fais un doctorat aussi sur la prise de décision à l'ère du numérique. En fait, comment on est amené à changer peut-être ou non notre prise de décision en tant que gestionnaire, en tant que personne dans le système de la santé, comment ça peut nous affecter. Fait que voilà un peu. Puis bon, dans le cadre de ce projet-ci, j'ai accompagné l'équipe pour l'intégration en fait de la voix des patients partenaires à l'intérieur du projet. Alors voilà, je te laisse, Vera, poursuivre avec ce qui est intéressant, c'est notre projet, je pense. Parfait. Donc, pour commencer, en fait, avant qu'on parle vraiment du projet, c'est l'équipe qu'on voudrait remercier et les gens qui étaient avec nous de tout début. Et vous allez voir, ça fait très longtemps quand nous avons commencé de travailler sur ce projet. Et c'est vraiment un peu comme l'image. Il avait le noyau qui était là de tout début et puis les gens qui contribuaient d'une façon plus ponctuelle, mais d'une façon, oui, toujours significative et très appréciée. Et finalement, on voudrait aussi reconnaître et remercier l'unité de soutien SSA de Québec qui a financé le développement du site web et cette initiative. Donc, pour commencer, avant que moi j'ai joint l'équipe d'Antoine Boivin, j'ai travaillé
pendant longtemps au département de médecine familiale de McGill et un de nos profs, Peter Nugas, qui en fait, il faisait des études ethnographiques des salles d'urgence, il disait toujours que pour travailler ensemble, il faut avoir une compréhension partagée. Et c'est vraiment cette idée, en fait, ou cette valeur, on peut dire, qui est au cœur de notre projet, c'est l'inspiration et la vision qu'on avait. Et plus spécifiquement, ça a commencé en fait avec Mario, qui est avec nous aujourd'hui, qui est venu vers notre équipe en disant que oui, on collabore avec des chercheurs, des fois même longtemps. Nous sommes autour de la même table, mais on n'a pas cette compréhension partagée. Nous ne parlons pas toujours la même langue ou le langage de recherche. Et en fait, qu'est-ce que serait aidant? C'est d'avoir une ressource, un accompagnement pour aider les patientes et patients partenaires de mieux comprendre les concepts de base, la terminologie aussi de la recherche. Et si vous voyez, c'est une des citations qui vient de Mario de tout début. Donc, il nous a demandé si on pouvait faire quelque chose. On a dit oui, bien sûr. On va voir en fait, quelle forme ça va prendre. Et moi, étant bibliothécaire et chercheur, mon instinct était d'aller et regarder dans la littérature pour voir qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en fait, le concept qu'on a trouvé, c'était le concept de littératie en recherche, qui est défini comme ayant suffisamment de connaissances pour comprendre les concepts de base, pour respecter l'éthique de la recherche, et aussi pour communiquer avec les chercheurs et les participantes ou participants de la recherche. Et en fait, en regardant, on a vu qu'effectivement, il y avait des initiatives existantes en littératie en recherche, mais souvent, c'était des formations qui duraient plusieurs semaines. Donc, c'était des structures, on peut dire, assez lourdes. Et c'était souvent aussi dans le contexte des essais cliniques. Donc, les chercheurs, dans, on peut dire, l'espoir d'encourager et faciliter le recrutement des participants pour les essais randomisés, les essais cliniques, elles voulaient promouvoir la littératie en recherche. Ce n'était pas notre contexte, on n'avait pas d'essais cliniques à faire et on voulait aussi offrir quelque chose qui serait plus léger. Donc, sans, par exemple, que les participantes et participants ne devaient pas, je ne sais pas, être avec nous pendant 8 semaines, 3 heures par semaine. On voulait offrir quelque chose qui était plus flexible et pouvait répondre aux besoins, mais aussi aux horaires de nos participants potentiels. Et donc, les objectifs qu'on avait, c'était vraiment la grande ligne, c'était de démystifier la recherche, que la recherche n'est pas une boîte noire et c'est quelque chose qu'on peut comprendre, même si on ne sait pas comment faire la recherche, mais on peut comprendre les notions de base. Et j'ai mis ici l'image qu'en fait, en me préparant pour la présentation, j'ai appris que la boîte noire n'est pas du tout une boîte noire, mais en fait, ce qu'on appelle les boîtes noires dans les avions, c'est les boîtes orange pour être le plus visible au cas d'accident sur le sol. Mais c'était notre idée de démystifier, ouvrir la boîte et plus spécifiquement, on avait des objectifs informatifs, donc c'est vraiment pour renforcer les capacités, mais aussi relationnels. Donc, renforcer les relations et soutenir les partenariats en contribuant au développement de ce langage commun et compréhension partagée. Et ça, c'est notre échéancier. Donc, comme je vous ai promis, ça nous a pris très longtemps. En fait, nous avons commencé en 2017. C'est ça, suite à la première discussion avec Mario, on a commencé un groupe de travail qui incluait des chercheurs, des patientes et patients partenaires, des experts en engagement avec les patients et aussi en littératie en santé. Et ensemble,
on a co-construit, on peut dire, la première version de contenu que par la suite, nous avons testé un atelier en personne. Donc, nous avons organisé 2 ateliers, un atelier en anglais, un en français. C'était des ateliers de demi-journée où on passait à travers notre contenu qui, dans le temps, était vraiment organisé selon les différentes étapes d'un projet de recherche. Et par la suite, après les sessions, on dînait ensemble, on mangeait et on discutait. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était clair, qu'est-ce qu'on devait améliorer et comment. Et comme ça, avec en fait les 2 ateliers, on a testé, on a amélioré, on a retesté et nous sommes passés aux prochaines étapes qui était notre cahier du participant. Et c'était vraiment en fait comme la première version de texte intégral avec lequel on a commencé de construire le site web. Et tout au tout, en fait, dès le début de construction de site web, on faisait des webinaires en même temps. Donc, ce n'était pas des ateliers de demi-journée, mais pendant l'heure de lunch, on présentait 1 ou 2 sujets. Donc, par exemple, on pouvait avoir une discussion sur les méthodes mixtes et les méthodes qualitatives. Mais en même temps, c'était vraiment une opportunité pour nous d'apprendre et d'améliorer tout au contenu, en fait, tout ce qu'on entendait pendant les ateliers, les webinaires, on incorporait dans le texte et dans le site web, qui était finalement lancé en 2020. Par la suite, on voulait voir, OK, est-ce que nous avons réussi? Qu'est-ce qu'on peut améliorer encore? Et là, on a fait vraiment une évaluation d'utilisabilité plus formelle qui, par la suite, nourrit on peut dire, le renouvellement, l'amélioration du site web qu'on a aujourd'hui. Et là, je passe à Geneviève pour nous parler, en fait, de l'engagement des patients partenaires à toutes les étapes. Parfait. Merci, Vera. Effectivement, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a eu, je dirais, différents niveaux d'engagement, en fait, des patients partenaires à différents moments aussi du projet. Que ce soit qu'on part de l'idéation, hein, on en a parlé au départ, c'était vraiment une idée de Mario, de dire qu'il y avait un petit manque là, pour avoir tous les outils pour démarrer un bon partenariat. Que ce soit dans la planification aussi, dans l'exécution même du projet, que vous l'avez vu hein, avec la ligne du temps, là, ça a changé, le format a changé, ça a évolué aussi avec les besoins. Fait que voyez l'exécution très large, puis bon, tout le transfert de connaissances qu'il y a eu et l'évaluation on l'a parlé, hein, de l'usabilité lui-même de la plateforme Comprendre la recherche. Fait que, Vera, j'ai beaucoup d'animation. Je me rends compte que peut-être que je n'aurais pas dû en mettre autant, mais si tu peux avancer l'animation un petit peu plus. Alors voilà, au départ, on était vraiment dans même au niveau de l'idéation, on était dans un niveau de partenariat. Il y avait vraiment un échange, une co-construction qui se passait à ce niveau-là. Prochaine animation. Et par la suite aussi, dans les autres phases, que c'était Mario ou d'autres patients partenaires, il y avait effectivement du partenariat qui se déroulait à ce moment-là. Prochaine animation. Et il y a eu beaucoup d'informations à différents stades du projet. Puis là, on parle d'informations, mais c'est toutes les parties prenantes du projet, même les parties prenantes, autant patients partenaires que professionnels, ont évolué aussi à travers le temps. Là, il fallait avoir des bons canaux de communication pour rien manquer. Il y a eu plusieurs rounds de consultations qui ont eu lieu avec différents groupes de patients partenaires, que ce soit, entre autres, le COSIP au centre d'excellence, que ce soit, je crois qu'il y a eu la table santé numérique également. Bref, plusieurs places où les patients partenaires ont pu s'exprimer patients partenaires et citoyens ont pu s'exprimer sur le sujet. Prochaine animation. Et il y a aussi c'est dans cet esprit-là vraiment d'amélioration continue. On veut de la rétroaction aussi, même si on a une bonne version en ce moment, on veut s'améliorer hein, à travers le temps. Alors, c'est ce qui est possible sur le site Internet en ce moment. En bas de la page, là, ça dit est-ce que l'information qui est présente répond vraiment à vos besoins, etc.
Alors, il y a vraiment cet esprit-là que même au-delà en tout cas, la phase actuelle est terminée, on veut de la rétroaction. De ce côté-là, on peut le voir comme une sorte de consultation aussi, peut-être un peu plus légère, là, vraiment des besoins du terrain. Alors voilà, c'était un peu les différents niveaux d'implication des patients et des citoyens à travers ce projet-là. Parfait. Merci Geneviève. Et juste pour ajouter que notre approche le site web, en fait, cette initiative que vraiment nous n'avons pas toutes les réponses. Et c'est pour ça que c'est c'est comment faire et notre souhait, c'est vraiment d'apprendre avec vous tout au long. Donc ça, c'est juste pour vous montrer de quoi le premier site web avait l'air. Et même si Geneviève et moi, on disait qu'on aimait bien notre premier site web, même s'il n'y avait pas beaucoup de visuels, il y avait beaucoup de texte. Et en fait, comment en fait aligner avec les sciences citoyennes, les sciences ouvertes. Au début, nous avons aussi décidé d'utiliser des plateformes ouvertes. Donc, on avait une étudiante avec nous, Robin, en sciences de l'information, qui nous a aidé à construire ce site web avec des technologies, on peut dire GitHub, qui est ouverte, et aussi le Open Science Framework, qui est une plateforme ouverte, utilisée souvent pour des chercheurs pour partager en fait des connaissances, des informations. Donc, oui, c'était notre vision, mais avec le temps et aussi le changement de personnel que Geneviève a mentionné, Robin nous a quittés parce qu'elle a fini ses études et puis nous, on se retrouvait en fait sans les habiletés techniques pour le maintenir à jour. Donc, c'était aussi, en fait, le premier, on peut dire, poussé pour changer. On savait que dans le long terme, on n'était pas en mesure de garder le site web à jour par nous-mêmes. Excusez-moi. Voilà. Mais en se préparant pour la prochaine étape, on voulait faire vraiment une évaluation d'utilisabilité. On a commencé avec un groupe de discussion. On a invité 8 patientes et patients partenaires. C'était en français. En fait, tout le monde s'était recruté avec l'aide des centres d'excellence. On a fait le groupe de discussion et ce que nous avons appris qu'on voulait plus de visuels, moins d'acronymes. On devait faire plus attention au vocabulaire en fait, pour s'assurer que les termes que nous, on utilisait étaient simples et accessibles. Et aussi, on devrait éviter la version toute garnie. C'est ça, qu'on ne voulait pas un site web où tout était mentionné, qui était, je pense, d'un côté notre, quand je dis notre, les trois qui sont avec vous aujourd'hui, instinct de chercheur, d'être le plus précis possible, le plus compréhensif possible. Donc, en fait, on avait peur d'oublier quelque chose ou les gens qui participaient au groupe de discussion, en fait, disaient comme c'est correct, vous n'avez pas besoin de tout mentionner. Donc, on avait ces données préliminaires et on voulait être en mesure de les implanter. Et c'est à cette étape que nous sommes allés chercher un autre partenariat avec le réseau de douleurs chroniques. Et avec eux, on a eu de financement additionnel pour migrer la plateforme vers une plateforme WordPress qui est beaucoup plus facile à maintenir à jour et aussi améliorer à l'intérieur du site que Quanav va nous décrire. Parfait, merci Vera. Donc, en fait, on a été alimenté par ce qui avait été dit lors du groupe de discussion. Puis, ce qu'on s'est dit, c'est que pour pouvoir améliorer le site web, on a besoin de l'aide des patients partenaires qui vont nous aider à dire, c'est quoi qu'il faut enlever, c'est quoi qui pourrait mieux aider. Donc, on a fait des entrevues individuelles l'an dernier avec 4 partenaires, 2 francophones, 2 anglophones, puisque le site est bilingue. Et en fait, on les a rencontrés 2 fois.
La première fois, on a parlé de la structure. Donc, on a montré le site de GitHub, puis dire, bien, voici à quoi il ressemble, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on peut améliorer sa forme, la structure. Puis ça nous a beaucoup aidé là, à voir comment est-ce qu'on pouvait nommer les onglets, comment les combiner. Et la deuxième fois, en fait, avant ça, on avait redonné un devoir. En fait, on avait envoyé tout le texte qui était dans le site web. Ça donnait environ une vingtaine de pages. Et on leur a demandé de le lire puis de nous donner tout commentaire sur la clarté, sur comment le présenter, peut-être l'ordre même. Donc, on a eu toutes sortes de commentaires là, des partenaires pour nous aider à, en fait, réécrire l'ensemble du texte pour qu'il soit compréhensif. Souvent, comme Vera disait, on a souvent tendance à mettre trop d'acronymes, trop de termes techniques peut-être qui ne sont pas nécessaires. Alors, ça nous a vraiment servi là, à vraiment élaguer, en fait, puis clarifier, puis avoir un contenu qui est aidant là, pour les patients et patientes partenaires. Peut-être la prochaine diapo, Vera, je pense qu'on montre le site web. Oui, tout à fait. Donc, le site web, en fait, on a migré vers WordPress, comme Vera disait, parce que c'est une plateforme qui est plus conviviale aussi pour nous, des néophytes en site web qui ne savent pas comment faire de la programmation, puis tout ça, pour changer du contenu, puis visuellement aussi, là, en tout cas, moi, je trouve ça joli. Puis on a aussi mis moins de texte, comme comparativement à l'autre, les textes sont plus dispersés. Une des difficultés aussi qu'on avait, en fait, un défi, plutôt nécessairement une difficulté, c'est que de plus en plus, les gens ne consultent pas nécessairement juste sur leur ordinateur. Ils vont consulter sur leur téléphone, sur une tablette. Il y a différents formats. Alors, il fallait aussi une plateforme que le texte s'ajuste pour qu'on puisse le lire, là, différents formats. Donc, à la droite, là, on voit que c'est possible d'agrandir ou rapetisser le texte. Et au niveau des onglets aussi, on a combiné pour le rendre au minimum. En fait, il y en avait plusieurs. En fait, il y avait un menu avant qui était horizontal et un menu vertical. Donc, il y avait trop de menus. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on va juste laisser un menu horizontal, pas trop d'onglets. Donc, un sur l'introduction à la recherche, 2 sur le processus de la recherche en général, des outils et nous décrire nous. Évidemment, la possibilité de changer en anglais, en français. On va vous mettre sur le chat là, le lien vers comprendre la recherche. Et il y a aussi, là, en anglais, c'est Understanding Research. Understand Research. En tout cas, donc, pour qu'on puisse là, facilement identifier le site web. Par rapport à la plateforme, donc, on n'a plus le menu déroulant vertical, mais en fait, on les a structurés en 5 grandes catégories. Donc, introduction de la recherche, c'est un onglet où on décrit c'est quoi la recherche en général, surtout la recherche axée sur le patient, parce que c'est aussi l'intérêt. On veut que ça serve aux patients partenaires. Alors, vous participez à des recherches axées du patient et aussi, surtout, la recherche participative. Donc, une petite introduction à la recherche. Et ensuite, dans le processus de la recherche, on a regroupé les autres éléments. Donc, c'est quoi l'éthique de la recherche, les revues de littérature, différentes méthodologies de recherche et un volet sur l'application des connaissances, qui sont les principales étapes là, de la recherche en général. Et tout ça est regroupé dans l'onglet processus de recherche. La prochaine diapo, je pense, porte sur les différents outils. Donc, si on suit l'ordre des onglets, donc, outils, en fait, ces contenus-là sont intégrés dans le contenu. Donc, ceux qui sont intéressés à plus avoir des vidéos comparativement à du texte écrit, ça a été mentionné aussi, là, de dire, on peut varier. Il y a des gens qui préfèrent du texte, il y a des gens qui préfèrent des vidéos. Donc, on a fait des vidéos qui accompagnent le texte. Ces vidéos-là sont intégrées à même le texte dans les différentes pages, mais si jamais vous voulez consulter tous les vidéos disponibles, il y a le lien là, vers un tutoriel vidéo. On a aussi ajouté un glossaire des différents termes en recherche. On a identifié plus de 70 différents termes en recherche. On a mis par ordre alphabétique dans un document PDF pour le moment. Donc, pour chacun des termes, on a mis une petite définition. Et enfin, on a une autre page sur comment lire un article scientifique où on décrit les différentes étapes d'un article. En fait, il y a différentes structures d'un article, puis comment on devrait lire un
Oui, parfait. Donc, en fait, c'est un exemple pour vous montrer à quoi ressemble une page. Donc, si on clique, par exemple, sur méthodologie de recherche, dans la page méthodologie, vous aurez un cours vidéo. On a essayé de les rendre pas trop longs. Je dirais le maximum, c'est 12 minutes, je crois, mais il y en a qui durent 3 minutes, dépendamment du contenu qu'il y a à présenter. Donc, vidéo est intégrée, vous cliquez dessus pour le visionner. Et il y a du texte à côté. Donc, dans méthodologie de recherche, on a ciblé les 3 grandes catégories de méthodes, là, les méthodes qualitatives, quantitatives et les méthodes mixtes. Donc, on peut cliquer pour aller voir le contenu, mais tout ce contenu-là est dans la même page. Donc, ça évite d'avoir des clics, puis des clics, puis des clics, puis finalement, on ne sait plus où on est rendu. Alors, on essaie de tout rentrer dans la même page. Ensuite, ben ça, on voulait vous montrer une vidéo, en fait, une première vidéo qu'on a faite, même avant que le site web ait été fait. Donc, ça a été un peu notre vidéo pré-test sur comment lire la recherche scientifique. On l'appelle notre vidéo coup de cœur parce qu'il a été visionné par plus de 23 000 personnes. Donc, on a été surpris nous-mêmes. C'est un petit peu long comme vidéo, mais les gens semblaient apprécier. Et en fait, on s'est basé un peu sur cette première expérience-là de faire des vidéos et les intégrer sur un site web pour créer les autres, pour les ajouter. Et oui, donc par rapport aux différents défis qu'on a eus, excusez-moi, j'ai vu une question qui apparaissait, je vais y répondre plus tard. Par rapport aux défis qu'on a eus, ben, en fait, on a eu une diversité d'audience. Les patients partenaires qui ont participé au projet, en fait, ont des gens qui avaient beaucoup d'expérience en recherche, qui savaient, qui avaient une bonne connaissance en recherche, puis on a aussi des gens qui venaient de s'initier. Donc, je trouve que ça a été très riche pour nous permettre un peu de trouver le contenu qui était suffisant et nécessaire. Des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben ça, tu sais, dans mon expérience, on parle souvent de ça, mais on ne parle pas de ça. » Alors, ça a été vraiment très aidant là, pour nous permettre d'identifier un peu, là, orienter vers le contenu là, à identifier parce que ça a été vraiment là, un choix déchirant comme chercheur. On dit « Ah, on veut vraiment enlever cette information-là. Il me semble que c'est important, mais finalement, ben non, c'est vrai. Ça ne changera pas grand-chose si on enlève l'information. » Donc, ça a été vraiment un défi pour nous. Évidemment, le défi de la navigation, comme je disais, là, les différents menus, tout ça. Donc, on pense que la nouvelle mouture permet une meilleure navigation. Donc, pas trop de clics, pas trop de soupage. On a aussi un petit loop qui permet d'identifier le contenu. Évidemment, on voulait un site bilingue parce que nos patients partenaires peuvent participer à des projets autant en anglais qu'en français. Donc, ça a été un défi aussi. En anglais, souvent plus de contenu qui est disponible sur comprendre la recherche qu'en français. Donc, là, ça a été trouver les différentes ressources parce qu'à la fin de chaque page, j'ai oublié de mentionner, mais on a aussi autres ressources là, pour ceux qui sont intéressés là, à approfondir certaines notions. Mais ça a été aussi un défi. Puis aussi, juste le nommer, le titre du site web, là, comprendre la recherche, mais en français et anglais. Donc, on a décidé d'opter vers les deux, en fait. C'est pour ça que l'adresse comme telle est bilingue. Et enfin, ben, le défi des mises à jour, ça, c'est toujours en continu, là, c'est pour un site web. Donc, on a, comme Geneviève disait, ben, on a une première mouture qui est faite, le contenu est développé, mais je pense que on va avoir besoin de votre rétroaction pour pouvoir continuer à le mettre à jour. Il y a peut-être d'autres méthodes ou d'autres choses que vous jugez importantes, puis que nous, avec les consultations qu'on a eues, ben, ça apparaît pas. Donc, en fait, c'est un appel à tous. Si jamais vous voyez puis vous consultez, c'est avec votre rétroaction que nous, on va pouvoir continuer là, à nourrir ce site-là puis de le garder en vie, comme on dit. Je crois que la prochaine, oui. Je te passe la parole. Merci beaucoup, Kwana. Et c'est ça, on voulait juste souligner qu'en fait, pendant le groupe de discussion, les entrevues individuelles aussi, quand nous, les questions qu'on demandait, c'était plus sur la valeur potentielle ou l'importance de la littératie en recherche. Mais ce qui ressortait
les personnes qui participaient voulaient nous parler en fait de leurs sentiments et voulaient souligner l'importance que je pense que ça va être tout des choses qui ne sont pas surprenantes pour vous, mais juste pour souligner l'importance du suivi, du maintien des liens, de relations, même après avoir participé à une recherche, et aussi partager des informations. Donc, les personnes voulaient que les chercheurs partagent des informations, même si ça va au-delà de les étapes de la recherche dans laquelle ils participaient. Et je pense souvent, comme chercheur, mais comme tout le monde, on essaie de ne pas submerger les autres avec l'information, mais aussi, c'est de trouver un équilibre parce que c'est important de maintenir ces liens de communication, de partage, et en même temps avoir qu'en fait, c'est bidirectionnel. Donc, oui, pour les chercheurs de partager les informations pour continuer de communiquer, mais aussi de rester à l'écoute et d'être à l'écoute. Excusez-moi, ça change. Voilà. Donc, et alors, et surtout, je trouve maintenant, surtout après la pandémie, ou la partie plus chaude de la pandémie, on peut dire, on parle beaucoup de communication scientifique, cette importance de promouvoir la culture scientifique. C'est ça, hier, j'ai assisté au symposium sur le partenariat avec les communautés. Mais vraiment, cette idée de science, société et santé, il y avait Monsieur Rémi Quirion qui parlait de cette importance de culture scientifique, vulgarisation scientifique, science participative, science citoyenne. Et en fait, ce qui est très important pour nous, que c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas seulement pour les patients et patientes partenaires ou citoyens et citoyennes partenaires de s'instruire pour mieux comprendre la recherche. Et en fait, l'image que nous avons incluse, c'est un filet pour montrer que nous sommes ensemble, tous les nœuds sont importants et en fait, on partage le travail, on partage le fardeau. Je pense que c'est Audrey L'Espérance qui a présenté au Centre d'excellence il y a quelques semaines et parlé du nouveau cadre d'évaluation de partenariat en recherche et qui parlait du fardeau de l'engagement. Donc, en fait, pour nous, c'est vraiment très important qu'on partage ce fardeau. On partage le travail. Et aussi, le comment on veut le faire, c'est surtout un dialogue, d'une façon participative. C'est comme ça que nous avons co-construit le site web. Et même quand on faisait des webinaires, c'était vraiment les dialogues c'était la priorité pour nous. Que oui, on partageait les informations, on utilisait le site web comme une ressource de connaissances, mais on passait plus de temps à juste avoir une conversation, de partager nos expériences, nos questions, nos idées. Et je pense, c'est le fil conducteur de tout ce que nous avons dit aujourd'hui, que c'est aussi la façon dont on veut continuer. Et qui nous amène, et maintenant quoi? Et on reprend un peu, surtout que c'est finalement le printemps, on reprend la métaphore du grain, le sémi, là qui commence à pousser, comme notre ressource. Et puis, c'est ça, on se demande comment le site peut aider. Et c'est la question qu'on a pour vous, et on espère que vous allez partager vos idées, vos commentaires. Et l'autre question est en fait, c'est quoi notre public cible? Qui est un peu, c'est complexe, c'est une question sur laquelle on réfléchit dès le début. L'initiative Comprendre la recherche était en fait inspirée, co-construite avec des patients et patientes partenaires, mais très vite, nous avons appris que peut-être en fait c'est plus utile pour plusieurs groupes de personnes. Et quand nous avons organisé les webinaires, on voyait qu'il y avait des étudiants, il y avait des personnes qui travaillent pour les associations des patients, il y avait des professionnels en recherche, il y avait des fois même des chercheurs
qui voulaient se familiariser avec des approches qu'ils n'utilisaient pas. Et il y avait aussi des résidents en médecine qui voulaient en fait avoir, on peut dire comme vol d'oiseau, sur comment on fait la recherche. Et aussi, juste pour ajouter à ça, aussi, qu'est-ce que j'ai entendu hier au symposium et que M. Rémi Quirion disait que même nos élus, en fait, nous avons besoin de promouvoir la science, comment on fait la science, parmi nos élus à tous les niveaux, dans l'esprit, en fait, de promouvoir qu'eux aussi vont prendre des décisions basées sur les données scientifiques. Donc, c'est vraiment très large, notre public cible possible. Et juste pour vous laisser, c'est une citation qui vient de Liz Neely, qui fait beaucoup de communication scientifique, surtout avec des histoires, des récits, je pense, storytelling. Et c'est une citation que j'ai lue tout au début de la pandémie, où elle disait que nous sommes tous des communicateurs scientifiques maintenant. COVID-19 nous a convoqués. La façon dont nous recherchons et partageons les informations peut soit améliorer les choses, soit les aggraver. Et je pense, ça résonne avec moi, que je pense un outil comme Comprendre la recherche, en fait, peut être utile et de valeur pour plusieurs publics cibles. Merci beaucoup. Ça, c'est la partie de présentation. Vous avez nos courriels si vous avez des questions. Aussi, je sais, comme j'ai partagé mon écran, je ne pouvais pas voir tout le monde, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui participaient, en fait, qui nous ont aidés avec le site web. Donc, merci beaucoup d'être présents avec nous aujourd'hui. Et je pense que c'est Eleonora qui va nous aider à gérer les questions et les commentaires.